Cette semaine, Méditerranéo s'intéresse pour commencer à la formation des imams au Maroc. L'Institut Mohamed VI est devenu une référence dans ce domaine. Direction ensuite la Macédoine. Le débat sur le nom de l'ex-république yougoslave devient aussi politique. En France, regard sur le développement du tourisme en Languedoc-Roussillon. Enfin, pour la séquence mémoire, découverte d'un paradis pour les oiseaux, l'île de Sainte-Lucie. L'Institut de formation des imams de Rabat au Maroc est cité en exemple dans de nombreux pays comme un outil important de déradicalisation. La pratique de la religion dans ce pays est ouverte et modérée et l'Institut qui vient de s'agrandir entend former des imams qui appliqueront cette philosophie. La France a signé un accord avec le Maroc pour former ses imams. Ambiance studieuse dans cette salle de classe de l'Institut de formation des imams de Rabat. Ces étudiants de première année doivent mémoriser le Coran et apprendre la façon de le réciter. La parole du Coran est une parole qui ne vieillit pas, un miracle continu, une parole valable en tout lieu et en tout temps. C'est pourquoi il est nécessaire d'en prendre soin et de savoir la dire précisément, la psalmodier. Les élèves de cette classe sont tous français. Ils viennent chercher au Maroc une éducation religieuse adaptée à leur pays d'origine. Quand on a un cours avec le professeur, il prend toujours le soin, quand on traite des questions spécifiques, de nous donner quelle est la meilleure chose à faire là où on est. À chaque fois, c'est adapté du coup, au contexte, effectivement. C'est ça qui fait la différence aussi avec les autres instituts de formation qui sont en dehors de France. Ouvert en 2015, l'Institut accueille 1200 étudiants. Des Marocains, bien sûr, mais essentiellement des ressortissants de pays d'Afrique subsaharienne. Et en vertu des accords de Tanger de septembre 2015, une cinquantaine de Français sélectionnés par l'Union des mosquées de France. L'imama étant réservé aux hommes, quelques femmes se destinent à devenir morshidat, c'est-à-dire prédicatrices ou guides de l'islam. On a une première année en fait, qui est une année de remise à niveau, où on étudie essentiellement la langue arabe, le Coran et un peu de mémorisation en fait, des livres qu'on étudiera après. Et après, nous avons un cursus pour les Français de 3 années, donc où on étudie vraiment toutes les matières liées à la religion et plus ouvertement en fait, pour retourner en France avec et un bagage religieux et un bagage de sciences profanes. Les étudiants sont regroupés selon leur nationalité. Dans cette classe de 3e année, Morgane Gallet, originaire de la région lensoise, suit une leçon de décryptage de la parole sacrée. Le but, c'est de un petit peu préciser certains concepts en islam, comme par exemple le djihad. Le djihad, c'est pas ce qu'on peut comprendre, enfin ce qu'on peut nous dire aujourd'hui, qui est de mener une guerre simple, entre guillemets. Non, le djihad, c'est de faire un effort pour le bien des autres, donc que ce soit de manière financière, intellectuelle, voilà, c'est ça surtout. L'Institut Mohamed VI est devenu une référence dans la formation des imams. Depuis la reprise en main des mosquées dans le royaume après les attentats de Casablanca de 2003, le Maroc promeut la pratique d'un islam modéré. Et pour le directeur de l'Institut, rien ne serait pire qu'un imam mal formé. Ce serait un fléau pour tout le monde. Pour lui-même, parce qu'il exercerait une mission dont il n'est pas digne. Pour les musulmans, parce qu'il communiquerait un message opposé aux objectifs de l'islam. Et pour la société dans son ensemble, parce que les conséquences seraient négatives pour tous.
En France, 70% des imams sont étrangers et prononcent le plus souvent le prêche du vendredi en langue arabe. Pour Mohamed Ifrine, chargé du suivi des étudiants français, il est urgent de former des imams francophones. Et la majorité des fidèles de la mosquée sont des jeunes qui sont nés et grandis en France. Donc quand ils partent à la mosquée, ils ne comprennent pas le discours. Donc il ne leur reste que Internet pour aller chercher et comprendre la religion. Et sur Internet, on sait sur quoi ils peuvent tomber. Parce qu'il y a plus en plus de sites d'extrémistes, etc. pour attirer et recruter les jeunes européens en général. Pendant leur cursus, les étudiants sont logés, nourris et bénéficient d'une bourse de 180 € mensuels de l'État marocain. Donc voilà où nous logeons. Nous sommes 2 par chambre. Elena Ouar, convertie à l'islam il y a 4 ans, est originaire de Rouen et elle se lance dans ses études théologiques sans vouloir en faire son métier. J'ai fait un cursus me concernant de droit. Du coup, j'envisage de travailler avec ce que j'ai fait, c'est-à-dire le droit. Et ensuite, à côté, bénévolement, de mettre à profit ce que j'ai appris ici, tout ce qu'on m'a enseigné ici, pour justement redonner en France. Parce que voilà, on voit qu'il y a un énorme vide en France. Et du coup, voilà, pour faire ça, donc, que ce soit dans des mosquées, etc., pour l'aide, énormément de choses à faire. Construit dans la pure tradition architecturale marocaine, l'Institut accueille les lieux de vie, d'enseignement, des salles de sport et une bibliothèque. Comme tous les étudiants français, Morgane Gallet a dû apprendre l'arabe pour pouvoir suivre les cours. On a de la chance quand même d'avoir des professeurs qui connaissent quand même, qui maîtrisent un peu le français. Donc c'est vrai que quand il y a des choses qu'on n'arrive pas forcément à comprendre, il y a le professeur qui peut expliquer, il y a aussi des autres étudiants sur lesquels on peut compter. Des instituts de formation existent en France, émanation de l'UOIF, proche des Frères musulmans, et de la Grande Mosquée de Paris, proche de l'Algérie. Morgane a préféré le Maroc. L'islam comme il se vit au Maroc, c'est pas la même chose que l'islam qui se vit au Sénégal, c'est pas la même chose que l'islam qui va se vivre en Malaisie, et c'est pas non plus la même chose que l'islam qui se vit en France. Donc c'est effectivement, on est formé pour être imam en France. Et ça c'est important, ça je pense que c'est important. Oui, le but c'est pas d'avoir une ingérence du Maroc sur l'islam en France, sur le musulman de France. Comme tous les midis, Elena et les autres étudiants se rendent à la mosquée de l'Institut. Cette semaine-là, ce sont les Français qui sont chargés du culte. Appel à la prière, prêche du vendredi, les travaux pratiques de l'imam. L'islam au Maroc suit le rite malikite. Le roi est un descendant du prophète et la religion et ses lois fondamentales jouent un rôle politique de tout premier plan. On respecte ces fondamentaux et on les applique pour éviter le désordre, surtout au niveau du peuple, c'est-à-dire des masses. Et c'est pour ça qu'on a très vigilant dans cette application-là. L'islam est une composante essentielle de l'identité marocaine. Le roi est le commandeur des croyants et l'institut de formation est placé sous sa tutelle directe. Mohamed VI souhaite un islam qui prône le juste milieu, la modération, la tolérance et la cohabitation avec les différentes cultures et civilisations. Pour l'anthropologue Zakaria Rani, spécialiste de l'islam au Maroc, le programme est ambitieux. L'idée est de former des imams pour répondre à un islam tolérant et modéré. C'est ça l'idée principale. Mais est-ce qu'on peut parler d'un succès? Ça, je crois, c'est trop tôt pour en juger. Il faut déjà évaluer l'impact de ces imams déjà formés qui sont retournés soit en Europe, soit en Afrique. L'Institut Mohamed VI a déjà formé plus de 700 imams. Ce jour-là, une délégation de théologiens africains était en visite. L'Institut connaît un fort succès international. De nombreux pays subsahariens, ainsi que l'Espagne, la Belgique et la France, ont signé des accords de coopération.
Après les manifestations qui ont mobilisé des dizaines de milliers de personnes en Grèce, c'est au tour des habitants de l'ancienne République yougoslave de Macédoine de faire entendre leur voix. Eux aussi revendiquent l'appellation Macédoine. Ils refusent tout changement potentiel du nom de leur pays. En ce samedi matin, Skopje, la capitale de l'ancienne République de Macédoine, s'éveille tout doucement. Bien décidés à faire entendre leur voix, Anna Bobinkova et sa petite famille sont déjà de sortie. Ancienne professeure de philosophie, Anna est l'organisatrice d'un rassemblement patriotique. C'est un moment historique que nous vivons, nous les Macédoniens. L'enjeu, c'est qu'on continue d'exister en tant que pays sur cette planète, comme ça a toujours été le cas. Nous sommes un vieux peuple, une vieille civilisation. Une tonalité dramatique assumée, alors que son pays se prépare à changer de nom. Depuis l'éclatement de la Yougoslavie en 1991, l'utilisation du nom de Macédoine envenime les relations avec le voisin grec. Chacun revendique la référence à l'ancien et prestigieux royaume d'Alexandre le Grand. Au pouvoir depuis quelques mois, le nouveau gouvernement macédonien veut calmer le jeu et accepte le principe d'un changement de nom. Pas du goût d'Anna. À quelques encablures du Parlement, elle a planté sa tente et ses revendications. Après les manifestations monstres en Grèce, à leur tour de se mobiliser. En 1913, les accords de Bucarest ont scindé la Macédoine en 4 parties. Les Grecs ont encore une grande partie de notre territoire. Des milliers et des milliers de personnes sont mortes pour ce pays, pour cette nation. On ne veut pas les trahir comme notre gouvernement veut le faire. Sous un petit crachat d'hiver, la foule commence à se rassembler. Désormais, on se rassemblera ici tous les samedis jusqu'à ce qu'on accède à nos demandes. Seuls les Macédoniens ont le droit de décider de leur nom et de leur avenir. Un ton ferme et un cri du cœur qui ne trompe pourtant pas certains. Aujourd'hui, seules quelques dizaines de personnes ont fait le déplacement. Le problème, c'est que la jeune génération ne se mobilise pas. Les jeunes ne sont pas là. Ils n'ont pas conscience des choses. Avec un taux de chômage dépassant les 50%, la jeunesse semble avoir d'autres préoccupations. Difficile de la fédérer autour d'une querelle terminologique. Mais pour les anciens, c'est bien plus qu'une bataille de noms. Leur survie culturelle serait en jeu. Récemment, les Grecs ont demandé et obtenu que l'aéroport international et une autoroute au nom d'Alexandre le Grand soient débaptisés ici. Pour certains, cela va désormais trop loin. Le problème avec la Grèce, c'est qu'elle veut qu'on change le nom de l'aéroport, puis de l'autoroute. Et demain, ils vont vouloir changer le nom de ma femme aussi. Ça devient ridicule, tout ça. On n'imaginerait personne aller à Paris et demander à ce qu'on change le nom de la Tour Eiffel, par exemple. Une colère que semblent comprendre ces touristes espagnols de passage à Skopje. Franchement, si on nous demandait de changer le nom de l'Espagne, je ne pense pas que je le prendrais très bien. Parmi les nouveaux noms à l'étude, il y a la Macédoine du Nord ou encore la Nouvelle Macédoine. L'ajout d'un qualificatif serait une reconnaissance implicite de l'existence d'une Macédoine grecque, selon les manifestants. Un peu désemparée, Anna tente de mobiliser à travers le pays. Rien que dans ce cahier, il y a 7000 signatures contre le changement de nom. Et ça, ce n'est qu'un cahier parmi tant d'autres. Il y en a plusieurs comme celui-ci dans le pays. Désormais, la colère se dirige vers les hommes politiques macédoniens qui ont accepté de s'asseoir à la table des négociations avec les Grecs sous l'égide de l'ONU. Nous ne pouvons plus faire confiance à nos politiciens. On ne peut plus compter que sur nous-mêmes. Plus aucun homme politique de notre pays n'est crédible à nos yeux. Ce pays n'a plus de politiciens. Cette méfiance qui s'installe, cette crainte d'une perte de son identité, Bujar Osmani, le vice-premier ministre, dit la comprendre. C'est l'un des négociateurs macédoniens,
Mais pour lui, pas le choix. Tant qu'aucun accord n'est signé avec les Grecs, ceux-ci continueront de mettre leur veto à l'entrée de son pays dans l'Union européenne et l'OTAN. Nous sommes dans une région qui est une poudrière, une région très risquée, avec un contexte géopolitique difficile. En tant qu'homme politique responsable, on ne peut pas laisser ce pays sans la protection de l'OTAN. Mais du coup, est-ce que vous voulez changer de nom ou est-ce que vous êtes obligé de le faire? Ça fait partie du processus pour intégrer l'OTAN et l'Union européenne. Donc vous êtes forcé de le faire? Oui, on peut dire ça comme ça. En position de faiblesse, l'ancienne République yougoslave de Macédoine semble s'acheminer vers un changement de nom dans la douleur. Celui-ci pourrait être dévoilé avant la fin de cette année. Un référendum sera ensuite organisé. Au peuple alors de dire s'il accepte le compromis avec le voisin grec, s'il accepte d'écrire une nouvelle page de son histoire. En France, la côte languedocienne a connu de grandes évolutions. Un développement anarchique, un bord de mer marqué par la création de stations balnéaires il y a 50 ans. Aujourd'hui, les pouvoirs publics tentent d'imaginer un autre profil pour toutes ces marinas qui ont poussé trop vite. C'est sans doute au cœur de l'hiver que les cités balnéaires de la côte du Languedoc-Roussillon paraissent le plus singulières. Des villes fantômes posées sur des plages désertes, des rangées d'immeubles aux volets clos et des milliers de bateaux alignés dans des ports sans vie. Il y a près de 50 ans, ces résidences, ces hôtels, ces marinas sont sortis de nulle part au nom du développement touristique d'une région déshéritée. Un bouleversement qu'aucune autre côte de France n'a connu. Aujourd'hui, ces stations tentent de se construire un avenir plus durable et de s'adapter à un tourisme en perpétuelle mutation. Ça lui fait du bien à Jean Boucaveille de venir assister au départ des pêcheurs depuis le petit port de l'étang de l'Hérolle. Tu pêches un peu? Grégory l'a pêché là, je sais. Le Gruissan, c'était un village de 1600 habitants. C'est tout. Et aujourd'hui? C'est tout. Aujourd'hui, alors 6 000. Et l'été? 100 000 l'été. Parce que chaque année, le nombre des gens qui prennent leurs vacances au bord de la mer augmente, un projet est né. Celui de créer et de développer les ressources touristiques des 180 km de côte du Languedoc-Roussillon. En 1963, sous l'impulsion du général de Gaulle, un vaste plan d'aménagement du littoral baptisé Mission Racine, du nom de son directeur, prévoit la construction ex nihilo de 7 stations touristiques sur la côte du Languedoc-Roussillon. Le béton coule à flot pour bâtir une destination touristique de premier plan. Objectif, désengorger la Côte d'Azur et concurrencer la Costa Brava espagnole grâce à ce que l'on surnomme alors la Nouvelle Floride. La mission Racine avait pour ambition de faire vivre nos ports. Donc elle y a mis toute l'activité qui gravitait autour des ports. L'enjeu, c'est aujourd'hui de reculer ces équipements pour les placer en second rang et de favoriser l'implantation en premier rang, au contact de la mer et du port, des résidences de tourisme et de loisirs. Des résidences, ce n'est pas ce qui manque le long de la côte du Languedoc-Roussillon. Des milliers de studios et de 2 pièces face à la plage ou donnant sur le port. À Carnon, Port-le-Cat ou Barcarès, l'intention des aménageurs était clairement de permettre l'accès à la mer et à la propriété aux revenus les plus modestes. Aujourd'hui, ces petits propriétaires sont très attachés à leur pied-à-terre et n'ont que rarement les moyens d'acheter celui de leurs voisins pour agrandir. Difficile de trouver une solution pour sortir de cette impasse de moins de 30 mètres carrés. Ou alors, il faut faire comme au Cap d'Agde. Faut montrer pas de blanche là, hein. Absolument. Muriel Béchaud est conseillère municipale chargée des grands projets à la mairie du Cap d'Agde. Elle nous entraîne sur l'île Saint-Martin, le tout nouveau complexe immobilier de la station.
chaque marina est équipée soit d'une piscine, soit d'un jacuzzi. Bien évidemment, donc jardin, terrasse. Ensuite, bon, c'est une île qui est sécurisée, donc il y a des alarmes pour chaque marina. Il y a des caméras de vidéosurveillance qui permettent de surveiller le passage des éventuels. Que dire d'autre sur cette île ? Que c'est un paradis pour riches, dont les villas se sont tout de même vendues entre 500 000 et 1 million d'euros. Ici, comme dans toutes les stations de la côte languedocienne, il n'existe plus aucun espace disponible. Il faut détruire pour pouvoir reconstruire. Pour Christophe Molly, c'est l'occasion de faire enfin bouger les lignes. On a pensé rompre un peu avec cette architecture très néo-locale et qui en fait est complètement, à mon avis, dépassée. Et puis c'est vraiment dommage puisqu'on a des très très beaux villages à 10 km. Autant utiliser le vrai et le garder et puis pas faire du pastiche, quoi. Aujourd'hui, on pense aussi à faire vivre des gens à l'année, faire évoluer comme ça, îlot par îlot, reconstruire une maison, en abattre peut-être une autre pour créer un espace vert, replanter, réfléchir à des espaces qui vont se développer proche de la mer. Voilà, c'est un peu du travail de petite couture maintenant que l'on fait, mais peut-être beaucoup plus proche à la fois du territoire et plus proche des gens. Mais pour préserver leur avenir, les stations du Languedoc doivent faire un peu plus que célébrer leur patrimoine et changer quelques murs. C'est toute leur offre touristique qu'il leur faut revoir pour tenter de garder une clientèle qui ne se contente plus de la plage comme seul horizon. Une nature préservée, un paradis pour des milliers d'oiseaux, l'île de Sainte-Lucie est devenue le cœur d'un vaste parc régional naturel à quelques kilomètres de Narbonne, dans le sud de la France. Un étonnant décor qui mêle pinèdes et salines, plages et falaises. En fait, un concentré de paysages méditerranéens. C'est la séquence mémoire. C'est un littoral extrêmement plat. À perte de vue, l'eau et le vent ont découpé le sable et façonné la nature. La mer et ses bateaux semblent même ici dominer les terres. Les seuls repères qui se détachent sur l'horizon, c'est d'abord à l'ouest une petite ville industrieuse. Port-la-Nouvelle vit de la pêche, du béton et du transport d'hydrocarbures. À l'est, il y a des falaises de calcaire, quelques forêts et une petite maison jalousement gardée par Jérôme. Voici l'île Sainte-Lucie, un écrin de nature sauvage étonnamment préservé, devenu le cœur d'une réserve naturelle. Tout l'intérêt de ce site, c'est les différents milieux que l'on peut rencontrer sur un territoire qui est assez restreint, puisque donc, la réserve fait 825 hectares, et qu'on retrouve des milieux de salins, de plages, d'îles, et de forêts et de garrigues. Et liés à ces milieux, des espèces qui sont présentes quasiment exclusivement sur Sainte-Lucie en France et même en Europe, puisqu'après il faut aller les chercher en Espagne sur certaines espèces de plantes protégées. Mais le site est fragile. Il y a d'abord ces immenses salins. Depuis que leur exploitation a cessé, les s'enfouir, ces prairies des terres salées les ont colonisées avec une incroyable diversité de plantes rares. C'est un petit bijou, c'est un joyau que l'on se doit de protéger et de réhabiliter. Parce que c'est vrai que ne serait-ce que par rapport aux salins, la région a quand même récupéré quelque chose en assez mauvais état. Et les salins ne sont plus exploités depuis 2005 et on les a récupérés très récemment. Et c'est vrai que l'intérêt de toute façon, c'est de tout faire pour préserver la biodiversité, préserver cet environnement donc si fragile et tout mettre en œuvre pour que la nature puisse retrouver ses droits. C'est une très jeune réserve puisqu'elle a été créée en 2009 par la région. Donc là, on est dans une grosse phase d'études, une étude sur la biodiversité, étude hydraulique, étude ethnologique parce qu'il faut aussi prendre en compte les aspects sociaux et patrimoniaux. C'est un travail qui est suivi par les scientifiques de très près. C'est vrai qu'on a encore beaucoup de choses à faire. Par exemple, sur les salins, on réfléchit à la manière dont on va les gérer. Donc l'objectif, c'est d'arriver à concilier préservation de la biodiversité et accueil du public. La zone là-bas, c'est la sèche, c'est ça? Oui, ouais. C'est la sèche. Il y a des oiseaux de partout. On voit quelques flamants roses qui sont en train de se nourrir. Et puis il y a quelques aigrettes, quelques canards qui sont en train également de se nourrir sur les différents étangs. Donc là, ils sont en train de
sont en train de passer l'hiver sur les différents marais. Et dès la saison, dès le printemps, ils vont repartir sur leur zone de reproduction. Carrière à l'époque romaine, lieu de prière au Moyen-Âge, domaine viticole après la Révolution, Sainte-Lucie a forgé son identité grâce aux activités humaines. Peut-elle aujourd'hui redevenir sauvage alors qu'au bout de ces salins, les installations portuaires manquent d'espace ? Développement économique ou protection d'un site naturel unique, l'avenir de la région narbonnaise est une nouvelle fois lié à cette île calcaire. Méditerranéo est terminé pour cette semaine. À bientôt pour de nouvelles découvertes en Méditerranée.